Et voici les tribulations d'un Ajulo en nageoire. Une aventure audio-comique, fantastique et philosophique sur un sujet complètement banal. La goutte. Ah, l'alcool. Un sujet si vaste et pour lequel je suis si passionné que je passerai des heures à en parler. Mais comme vous avez le level d'attention d'un poisson rouge qui vient de recevoir un nouveau coffre au trésor dans son bocal, je vais juste parler de la goutte et je vais me cantonner à un petit monologue de quelques minutes. Le fait que je parle de la goutte dans cette rubrique tient surtout au fait que lorsque tu quittes ton canton chéri et que tu te rends dans un territoire situé au-delà du col de Caradras, dès qu'un autochtone découvrira que tu viens du Jura, il te posera cette immuable question. Alors, t'as porté de la damascine ou bien? Autre variante, ah bah c'est sympa parce qu'on a oublié d'amener de la goutte pour le coup du milieu. Ou encore, Que dire d'autre? bref, vous comprendrez bien que mis à part les sempiternels préjugés sur les Ajulots, et a fortiori les Jurassiens, qui veulent que nous n'ayons qu'un seul but dans notre existence, à savoir se foutre une mine légendaire à chaque sortie, Ouais, c'est pas faux. il y a aussi l'idée ancrée dans la tête de nos voisins qu'on ne peut pas faire un voyage de 50 km sans avoir une caisse de gouttes dans notre coffre. Bon, c'est vrai que lorsque t'es invité par un fribourgeois en vaudois, tu penseras toujours à amener une spécialité de ta région, c'est normal. On n'est pas des bêtes, on a de l'éducation. Et je ne vous cache pas que j'ai pour habitude d'offrir une bouteille issue de la production familiale. Je choisis soigneusement la sorte de goutte que je vais apporter selon les personnes qui seront autour de la table. De la bonne si ce sont des Ajulots ou des teignons supporters du HC Ajoie, ou bien du liquide de dégivrage pour bulldozer spécialisé dans le déblaiement des routes du Nord canadien, si ce sont des natifs d'ailleurs, ou des vadais. Il est à noter que la damascine n'est pas forcément la goutte préférée des Ajulots. En effet, le produit issu de la distillation de la prune de Damas, nommé ainsi parce que selon la légende, un moine, un pèlerin ou un vendeur de cuvettes de toilettes de Bernevézin, selon les versions, aurait ramené cet arbuste maigrelet à l'écorce grisâtre et tavelé caché dans ses basques depuis la ville de Damas à l'époque des croisades. La damascine, appelée damasson par tous ceux que ça emmerde de payer la taxe AOC, est réputée trop forte en goût et pas assez douce par nombre de connaisseurs de la région, qui préféreront de loin se rabattre sur une bonne mirabelle, une poire ou un bon verre de coin, mes trois préférés si vous voulez savoir. Mais comment est-ce qu'on obtient de la goutte de l'eau de vie dans le langage formel? Eh bien, il faut savoir que tout Ajulo, bien qu'il l'affirme une fois qu'il a 5 litres de Vartec dans la bedaine, ne sait pas forcément comment ça se fabrique. Pis, une bonne partie d'entre nous croient qu'il suffit de ramasser quelques fruits, de les balancer dans un tonneau, puis de l'amener dans une distillerie, ou même de faire passer le nectar obtenu dans un vieil alambic caché dans les catacombes des bâtisses qui jalonnent notre belle campagne, aux prairies verdoyantes et aux forêts touffues. Eh ben non, cela demande de la technique et une certaine procédure. De plus, ça dépend du fruit récolté. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, en fait, elles sont consommables. Passons d'abord par la cueillette, apparemment l'activité la plus chiante. Tout le monde n'a pas éprouvé le plaisir de grimper à une échelle pour cueillir des cerises bien mûres ou s'être abaissé dans un verger pour ramasser une prune, une mirabelle, ni même aventurer dans les bois sombres pour récolter des mûres ou même de l'alisier. Le récolteur aguerri se reconnaît au panier d'osier attaché à sa ceinture, on appelle ça une cratte. Et de 2 ou 3 membres de sa famille qui l'aideront dans sa besogne. On appelle ça des esclaves. S'il vous plaît. Oui? Ensuite, le produit de la cueillette est déversé dans un tonneau en plastique bleu, souvent cette couleur-là, dont les plus grands peuvent contenir jusqu'à 120 litres de fruits. Ou plus. Une fois qu'on a amassé la quantité souhaitée, il est temps de passer à la fermentation. Et là, y a pas de recette miracle, il faut laisser le temps. Autant. Et nos amours auraient 15 ans. Ma tâche principale et sacrée durant cette période est, au moyen d'un bout de bois rudimentaire, à savoir un manche à balai ou une canne de la finale de 2016 ayant appartenu à un joueur d'Ajoie, avec laquelle il convient de remuer les tonneaux chaque soir durant une période qui peut aller jusqu'à 6 mois. Les tonneaux, amoureusement choyés, enfin surtout leur contenu, sont l'objet d'une attention quasi quotidienne pour éviter quelques incidents que seuls les exégètes peuvent remarquer et qui risqueraient de mettre en péril toute la production. Il faut avoir un œil d'aigle pour remarquer le liquide qui a soulevé le couvercle du tonneau et s'est répandu dans le garage en exhalant une odeur de lendemain de fête de queuve. Car durant cette période durant laquelle les fruits macèrent, s'opère la fermentation. Processus naturel qui transformera une tonne de cerises en un liquide sombre, mais qui passera par une pâte étrange et peu ragoûtante à un moment du processus. Une fois ceci terminé, on scelle hermétiquement les tonneaux et on les laisse reposer jusqu'à ce qu'on obtienne un rendez-vous chez le distillateur. Car pour le commun des mortels, les Jurassiens sont semblables à des moonshiners, possédant des alambics clandestins dans des granges délabrées au milieu de nulle part. Une image d'Épinal rendue célèbre par les ploucs de la série Les Simpsons, en particulier le personnage de Cletus. Et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? La réalité est bien plus terre à terre. On va chercher un moyen de transport adéquat, une camionnette, une remorque ou un tank si on a des potes dans l'armée, et on transporte les tonneaux jusqu'à un spécialiste qui s'attellera à la distillation. Il faut également comprendre que pour 120 litres de mou, on n'obtient pas 120 litres de gouttes. C'est chimérique. Je veux la voir et je l'aurai.
Le pourcentage est variable et cela dépend du fruit distillé. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, que je n'ai pas d'ailleurs. Pour avoir le droit de faire sa goutte, il faut avoir une carte de bouilleur de cru, papier que le distillateur se fera un plaisir de vous octroyer en passant par le dédale bureaucratique dont nos bonnes institutions cantonales ont le secret. Quelques jours plus tard, on vient récupérer le fruit de son labeur dans des bonbonnes et également ses tonneaux, parce qu'on en aura besoin pour l'année prochaine. Sauf si vous êtes vraiment riche comme Burrus et que vous pouvez vous permettre d'en racheter chaque année. Ça c'est déjà vu. Vous pensez être arrivé au bout de vos peines? Que nenni! Que nenni! Car la goutte, ce que vous ramenez à la maison, vous le remarquerez, est trouble et encore impropre à la consommation. Il convient donc de le laisser reposer. Encore? Durant 1 mois ou 2. Et enfin, on prend un entonnoir, un filtre à café et on procède à la mise en bouteille. On crée de jolies étiquettes toutes colorées, c'est mon boulot ça. Et enfin, on peut vendre à des prix prohibitifs notre eau-de-vie fabriquée artisanalement et dans la plus pure tradition de la famille Zré. À partir de cette goutte, on peut également fabriquer d'autres alcools, comme de la liqueur, je recommande celle de quoi? De la vieille prune, ou encore, la spécialité dont je ne suis pas peu fier d'être le fabricant officiel de la famille, le guignolet. Mais un guignolet un peu spécial, hein, à ne pas mettre dans tous les gosiers, car il y a un risque de perte momentanée de la vue et des risques de mouvements incontrôlés de certains membres. Gérard, j'ai perdu le goût. Il m'est même arrivé au lendemain d'une cuite légendaire à la fête d'Al où nous avions descendu 1 litre entier de ce divin nectar, de subir un retour de guignolet le lendemain après-midi pendant le boulot. C'est-à-dire que j'ai tout d'un coup été sous pendant 5 minutes avant que cela disparaisse. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bref, vous l'aurez compris, la goutte, sa consommation ainsi que sa fabrication est un sujet vaste que je n'ai fait qu'effleurer. Durant mon existence d'Ajoulo, j'ai dégusté un bon nombre d'alcools, et je tiens à dire que les Ajoulo n'ont pas le monopole de ce breuvage. Pour la petite anecdote, la pire eau de vie que j'ai jamais goûtée était de la goutte de boulot. Boisson infâme qui m'a laissé sur le carreau et patraque pendant un bon moment. Si vous avez des remarques ou que vous voulez ajouter une information que j'aurais oubliée, je vous invite à les noter dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ne vous privez pas de liker et de partager si ça vous a plu. Je m'excuse pour les longs mois sans podcast, mais j'étais overbooké et en mal d'inspiration. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode des tribulations d'un Ajoulo en Ajoie. Soyez prudents, on se revoit à la braderie 2027 et d'ici là, ciao!